Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. L'enjeu est quand même de taille. La Seconde Guerre mondiale est à l'origine de quelques 18 millions de victimes, c'est-à-dire un bilan 4 fois plus lourd que celui de la Grande Guerre. Vous l'aurez compris, des statistiques aussi drastiques ont très peu à voir avec la cruauté des nations en guerre, mais sont avant tout engendrées par le développement de la puissance énergétique des belligérants. Prenez par exemple le bombardement allemand célèbre du village de Guernica en 1937 ou les raids japonais sur la ville chinoise de Chongqing la même année. Juste avant le déclenchement officiel de la guerre, tout se passe pour le mieux du côté des pays agresseurs. Ils font effectivement de leur mieux pour se procurer, par tous les moyens possibles, les quantités de carburant nécessaires à l'exécution de leur plan impérialiste. L'Allemagne, l'Italie et le Japon, je le rappelle, ont une faille majeure. Leur territoire, assez ironiquement, est très pauvre en pétrole brut. En janvier 1938, des délégations de Rome, Berlin et Tokyo se précipitent en Arabie Saoudite pour négocier des accords avec le roi. Les Américains viennent d'y trouver de nouveaux puits et les enjeux sont évidemment de taille pour nos trois nations. L'Italie est tout particulièrement vulnérable. Elle ne dispose d'aucun charbon, contrairement à l'Allemagne, et ne peut donc pas développer de programme carbochimique pour accéder à du carburant artificiel. En février 1941, la moitié de sa flotte sera finalement définitivement bloquée à quai, mettant un terme définitif, là encore, à ses rêves d'expansion. Du côté japonais, le combat est tout aussi difficile. Le souci, c'est qu'en face, il y a quand même les anglo-saxons et qu'ensemble, ils règnent sur 80% du marché mondial de pétrole. Autant dire que l'empire nippon s'engage là dans un combat perdu d'avance, un combat de fusil avec juste un couteau. Les Allemands, évidemment, sont les mieux lotis, entre guillemets. Leur alliance officieuse avec les majors américaines et leurs usines carbochimiques les maintient compétitifs assez longtemps pour faire des dégâts et les dégâts qu'on connaît. Mais la véritable force du Troisième Reich, ce n'est pas sa quantité de carburant, c'est surtout l'intelligence avec laquelle l'armée et le Führer disposent des stocks disponibles. Ils sont bien conscients de leur infériorité énergétique, on va dire critique, et ils engagent une guerre stratégique qui contourne finalement leurs points faibles, et ils inventent la Blitzkrieg. L'idée est simple, puisqu'elle possède l'Allemagne peu de ressources, il faut gagner avant qu'elle ne s'épuise. Chaque fois que de l'énergie est donc dépensée, il faut que ça en vaille la peine. Chaque intervention doit être efficace et concluante. Bref, la guerre éclair repose sur un principe offensif démesuré qui engage toutes les forces de l'attaquant dès les premiers instants de la bataille face à une telle puissance, l'ennemi du Troisième Reich, privilégiant une répartition uniforme de ses ressources tout au long du combat, et sont souvent pris de court en fait. C'est grâce à cette technique qu'Hitler réussit en septembre 1939 à envahir la Pologne alors que les réserves en carburant de son armée ne dépassent pas les 6 mois. Mais du côté ouest, c'est quand même une autre paire de manches. Sans jeu de mots. Sur ce front, la Blitzkrieg demande des quantités de mazout incroyables, largement plus élevées, et l'Allemagne doit mettre en place des méthodes de rationnement et de récupération du pétrole auprès des civils. Et c'est pour ça que sur les voitures vont apparaître des gazogènes, de gros appareils encombrants, vous savez, qu'on voit dans les films, censés récupérer du monoxyde de carbone, un gaz combustible c'est vrai, mais aussi extrêmement toxique, vous le savez. Heureusement, alors je mets des guillemets, l'URSS arrive à la rescousse de l'Allemagne dès la fin du mois de septembre, en envahissant à son tour une partie de la Pologne. Quelque temps auparavant, en août 1939, Hitler rencontre Staline pour conclure un pacte de non-agression, le fameux pacte germano-soviétique. Ces accords comportent aussi une clause de coopération économique et un plan d'expansion territoriale, notamment en ce qui concerne l'occupation commune de la Pologne. C'est ce pacte d'ailleurs qui fait que les communistes français, dans une large part, ont plutôt collaboré avec les Allemands au départ. D'après les termes du pacte, donc, Staline s'empare des champs pétroliers polonais de Galicie, c'est une région d'Ukraine aujourd'hui, vous le savez, s'engageant à fournir quotidiennement 7500 barils à ses alliés. Au même moment, les services secrets allemands mettent la main sur les puits de Roumanie, et cette fois, ils ne se font pas avoir. Si les Anglais avaient réussi à détruire ces mêmes puits en 1916, pour éviter qu'ils tombent aux mains des Allemands, leur nouveau plan de sabotage est trop tardif et il échoue. Le Troisième Reich dispose désormais d'assez de pétrole
pour lancer sa guerre éclair sur le front ouest. Le 14 juin 40, Paris est occupé. 4 jours plus tard, le 18 juin, donc le général de Gaulle lance son appel à la résistance depuis Londres, en direct de la BBC, je ne reviens pas sur les détails. Pendant son discours, il ne manque pas évidemment de résumer la simple vérité. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Comme d'habitude, tout est dit. La Seconde Guerre mondiale, comme la première, repose tout entière sur l'accès au pétrole des parties engagées. La puissance d'une nation ne se mesure donc plus en hommes ou en courage, mais bien en pétrole, devenu l'essence même de la victoire, encore une fois sans jeu de mots. Avec l'expérience, alors heureuse ou désastreuse, c'est selon, de la Grande Guerre, plus personne n'est laissé dans l'ombre quant à l'importance sans limite du carburant. Et si les Allemands et les Japonais tentent depuis la première moitié des années 30 de rééquilibrer, si vous voulez, leurs chances contre la puissance pétrolière anglo-saxonne à coups de ruses, de cartels et de pactes malicieux, la différence de puissance énergétique reste toutefois impossible à rattraper. Preuve en est, la bataille d'Angleterre est un échec cuisant pour Hitler. C'est d'ailleurs son premier. En juillet 40, vous avez quelques 2500 avions de la Luftwaffe qui sont envoyés de l'autre côté de la Manche pour attaquer les infrastructures portuaires de la Grande-Bretagne et préparer son invasion. Les pilotes allemands, pour la plupart déjà très aguerris au combat, font face à 2000 avions de la Royal Air Force. Pourtant, moins nombreux et moins expérimentés, les aviateurs britanniques repoussent sans grande peine en fait les envahisseurs. La cause, la qualité sans égale du carburant alimentant les moteurs de leurs appareils. Et oui, l'Allemagne a beau remédier à son manque de brut par la création synthétique d'un substitut, Ersatz en allemand, les propriétés du faux carburant ne vaudront jamais celles de l'original. Dès 1930, la Royal Dutch Shell lance aux États-Unis la production d'essence à indice d'octane 100, c'est-à-dire un carburant à haut rendement qui résiste à l'auto-inflammation, c'est pas neutre. Les avions de la Luftwaffe sont eux alimentés d'essence à l'indice d'octane 87 et ils plafonnent donc à 1030 chevaux contre 1310 pour les Britanniques. Les appareils de la Royal Air Force deviennent alors plus rapides, plus maniables et plus endurants. Ils s'élèvent dans les airs avec une facilité folle et ils tourbillonnent avec aisance pour éviter les attaques ennemies. Les Allemands ne font pas le poids. Surtout que pour produire une telle essence, les usines de raffinage doivent absorber des quantités astronomiques, encore une fois, de pétrole. Les processus carbochimiques allemands consomment déjà énormément de ressources et les stocks d'or noir importés de Roumanie et de Pologne sont limités. En d'autres termes, pour l'Allemagne, encore une fois, la manœuvre est délicate. En 1941, IG Farben réussit quand même à produire une faible quantité d'essence d'indice d'octane 95 à 97, mais les moteurs de la Luftwaffe ne sont pas adaptés à ça. L'Angleterre se défend vaillamment et le Troisième Reich ne réagit pas assez vite. Les as de l'aviation allemande tombent comme des mouches et rapidement la guerre éclair sur le Royaume-Uni prend fin dans un échec cuisant. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.